Bonsoir. La sensibilisation pour la lutte contre le Covid-19 ne faiblit pas puisque le mal est toujours présent. Et nous sommes encore de retour sur ce plateau pour en parler une fois encore. Et pour nous en parler donc ce soir, nous avons trois invités. Nous avons d'abord Madame Olivia Henriette Amedjogbe-Kouivi. Elle est ancienne ministre, ancienne députée, également personne ressource donc sur le Covid-19. Madame Amedjogbe-Kouivi, bonsoir. Ça va. Ça va bien, vous? Oh, ça va aussi. Ok. Grâce à Dieu. D'accord. Nous avons également le président de la Chambre régionale des métiers de Lomé commune, Kani Huzoué. Monsieur Huzoué, bonsoir. Bonsoir, madame. Et nous avons une fois encore professeur Claver Anoumou Dagna. Il est professeur de bactériologie, virologie, membre du conseil scientifique et personne ressource sur le Covid-19 au ministère de la Santé. Professeur Dagna, bonsoir. Bonsoir Anita, bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Merci. Alors, Madame Amedjogbe, depuis plusieurs semaines, nous avons vécu, disons, une augmentation de la contamination au coronavirus. Les cas positifs n'ont cessé d'augmenter et tout. Alors, la première question, selon vous, quelle analyse, quelle lecture vous avez de la situation? Que pensez-vous de la situation de la pandémie aujourd'hui? Anita, effectivement, on s'est rendu compte que à un moment donné, la courbe de croissance a commencé à monter de façon exponentielle. Et tout le monde était inquiété. Le chef de l'État a demandé à une délégation de se rendre sur les lieux à Tchaoudjo pour pouvoir voir sur place ce qui se passe. Et ça, ce sont des événements qui sont arrivés après la fête de la Tabaski. Et au retour de cette mission, au bout de plusieurs réflexions, on est arrivé au bouclage des 3 préfectures que vous connaissez. Et dans ces préfectures bouclées, il y a le couvre-feu actuellement. Donc, on espère et on le souhaite vivement que les populations vont reprendre conscience pour savoir que la première chose à faire, c'est le respect strict des mesures barrières. On l'a toujours dit, on ne le dira jamais assez, on n'a pas d'autre moyen de lutte contre le Covid-19 que ces mesures barrières. Donc, je crois qu'il faudrait les appliquer à fond, les respecter à fond, pour que nous puissions vaincre cette pandémie. Parce qu'au début, ça allait, disons, beaucoup mieux que ça. Mais maintenant, je ne sais pas. Nous sommes avec un professeur, il nous le dira, parce qu'il doit y avoir un moment de pic. Est-ce que nous sommes dans le moment ou bien est-ce qu'on doit attendre encore pire? Mais j'espère que ça ne va pas nous arriver. Mais voilà la situation que nous vivons actuellement. D'accord. Alors, Monsieur Huzoué, vous, quelle a été ou bien quelle est votre réaction quand vous apprenez chaque soir, on lit la situation du jour. Quelle est votre réaction? Quelle lecture vous faites de... Merci beaucoup, madame. En fait, ça m'attriste beaucoup par rapport à l'effort qui se fait déjà pour arrêter la propagation de Covid-19 et que nous voyons que malgré tous ces efforts, il y a toujours la montée des contaminations. Vraiment, c'est une tristesse. Ça me fait tellement de fois froid de voir chaque jour, quand on donne les chiffres, il y a une augmentation. Alors, je pense que tout cela est dû à l'inconscience des populations. Et aussi, ce que je remarque très souvent, je vois que sur les voies publiques, et le respect, c'est un peu visible, des mesures barrières un peu visibles. Et quand on rentre dans les rues, ce n'est pas du tout ça.
C'est pas du tout ça. C'est du n'importe quoi. Vous allez voir les gens sans masque, ils s'attroupent. Des enfants qui sortent ensemble, qui jouent, qui s'amusent ensemble. Et c'est du n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, le résultat est là. Et ce n'est pas aussi à Lomé seulement, hein. Même à l'intérieur, même la fois dernière, j'étais à Tchaoudjo, et j'avais vu ce qui se passait là-bas. Vraiment, c'est pas bien. Donc, c'est que tout le monde prenne conscience de la gravité de la chose et que les gens soient conscients que la maladie existe vraiment et qu'on respecte les mesures barrières. Merci. Alors, professeur Daniela, tout à l'heure, Madame Amidjogbe a déjà peut-être posé la question de savoir est-ce qu'en matière disons, de pandémie, d'épidémie, on est déjà arrivé au pic ou le pic est encore à venir? Merci. Bon, on ne sait pas, hein. C'est l'avenir qui va nous le dire. Tout ce qu'on sait, c'est que cette épidémie va traîner dans le temps et va évoluer en termes de foyers que nous disons des clusters. Si on voit la situation au jour d'aujourd'hui, l'épicentre, là où les cas sont plus fréquents, l'épicentre s'est déplacé dans la région centrale et de la région de la Kara. Alors qu'au tout début de l'épidémie, c'était Lomé, le Grand Lomé, et Agoué, qui constituaient les grands foyers. Entre-temps, on avait eu un grand foyer aussi à Djarpanga et à Kouvon. Et les mois qui ont suivi, on était dans une zone relativement un peu stable. Mais tout d'un coup, compte tenu, par rapport aux causes que Madame vient d'évoquer, on a eu des pics. On vit actuellement un pic à Sokodé, à Djengré, à Tchamba, Soudou, entre-temps, Kara et tout récemment Tandjouaré. Depuis 2 semaines, enfin depuis une dizaine de jours, quand on a mis en place les mesures restrictives à Sokodé et dans la région centrale, on a observé, quand vous regardez les chiffres qui sont publiés ces derniers jours, on a observé que ça commence par baisser. C'est pour dire que ces mesures sont contraignantes, mais du moment où elles sont mises en place et qu'elles sont respectées, elles sont efficaces. Donc, l'épidémie va traîner. Si nous arrivons très tôt à identifier les foyers où le chiffre augmente, on sera obligé d'appliquer ces mesures contraignantes. C'est ce que nous disons des bouclages ciblés, les couvre-feux ciblés, pour tout de suite étouffer l'augmentation des cas. Donc on espère, avec cette stratégie qui permet d'agir là où l'épidémie est en train d'augmenter, on espère qu'avec cette stratégie, on ne va pas connaître des pics très élevés. Il y aura pic, certes. Il peut avoir, comme on le voit là, actuellement, Tandjouaré, les chiffres sont en train d'augmenter à partir d'une contamination d'un enseignant dans une classe coranique. Donc les chiffres augmentent. À Yengré, c'est pareil, les chiffres augmentent à partir de quelqu'un qui est venu de Sokodé et a contaminé les gens de sa famille. Après, ça s'est répandu un peu dans la localité. Donc il faut tout de suite, c'est pour ça que c'est important de renforcer le dépistage. Voilà. Quand on maintient ces dépistages-là, on va identifier tout de suite quels sont les foyers et prendre des mesures concernant ces zones pour pouvoir les maîtriser. Alors, il y a un terme qu'on utilise et qui est mal compris. Quand on dit que, globalement, l'épidémie est sous contrôle, cela ne veut pas dire qu'on n'a plus de cas et qu'il faut laisser tomber toutes les mesures barrières. Non. Un seul cas de coronavirus veut dire que vous êtes en épidémie. Un seul cas. Ah oui. Donc, si on dit l'épidémie est sous contrôle, ça veut dire, au jour d'aujourd'hui, on pense que notre système de santé, les investissements qu'on a fait pour rénover certains nombres de centres de prise en charge, les réanimateurs, les équipements de réanimation qu'on a achetés, le personnel qu'on a formé, ça permet de prendre en charge les cas que nous arrivons à dépister. Ça veut dire que le système de santé n'est pas débordé. C'est le terme, que l'épidémie est sous contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de cas. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout relâcher et dire, bon, on a dit l'épidémie est sous contrôle, donc on peut faire ce qu'on veut. Non.
nous devons toujours continuer par maintenir les mesures barrières, on reviendra là-dessus, pour arriver progressivement vers l'élimination de cette maladie. Sinon, le coronavirus est toujours là. Nous avons des foyers sur lesquels nous agissons actuellement et on espère qu'on ne sera pas débordé. D'accord. Et professeur, c'est vrai que les autres invités ont évoqué l'une des causes de cette situation, l'incivisme, on va dire, des populations. Mais vous, en tant que professionnel de la santé, est-ce qu'il y aurait d'autres causes à cette, disons, à cette montée, à cette augmentation de la contamination? La cause principale, quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans la région centrale, surtout à Sokouré et à Soudou, c'est d'abord le déni de la maladie. Les gens ne croient pas que le coronavirus existe. Les gens disent que cette maladie-là, c'est la maladie des gens de Lomé. Nous, on n'a pas de cas ici. On n'est pas concernés. À Soudou, les parents des élèves disent, moi j'ai mon garçon qui quand il revient à l'école, il mange bien, il joue au foot, il cause avec ses amis, il est en bonne santé. Pourquoi vous dites qu'il est malade, vous venez le chercher pour aller le mettre dans un centre de prise en charge? Donc c'est d'abord la compréhension que nous avons de la maladie. Deux, c'est évoqué aussi, c'est le respect des mesures barrières. On vit, du moment où on avait levé le couvre-feu global qui était sur le pays, on vit maintenant comme si tout est derrière nous. Et on a dit, on reprend quand même les activités en vivant avec la maladie. Les gens ont compris que vivre avec la maladie, c'est laisser tomber toutes les mesures barrières. Et vivre comme par le passé. Et vivons comme on vivait avant. Les gens ont repris les mariages traditionnels, surtout dans la région centrale. Les fêtes traditionnelles, on a dit, elles sont suspendues. Elles ne devront pas être fêtées comme on le faisait avant. Mais on a permis à ce qu'on fasse des petites cérémonies qui ne regroupent pas beaucoup de monde. Mais les gens se sont retrouvés comme d'habitude. Ils sont revenus de voyage. Ils ont organisé les fêtes comme ils le faisaient avant. Et donc les cas ont flambé. Voilà quelques raisons qui justifient ces augmentations ces derniers temps. Alors, Madame Mamedjogbe, est-ce que avoir, bon, disons, le fait que les gens ne croient pas à la maladie, est-ce qu'on dira que peut-être la sensibilisation n'est pas arrivée à leur niveau? Dire que la sensibilisation n'est pas arrivée à leur niveau, je dis non, hein, parce que depuis le début de l'apparition de cette maladie, on a commencé, et dans toutes les langues, la reprise dans nos milieux éloignés par les radios communautaires, la sensibilisation, de toutes les façons, on ne peut pas se jeter des fleurs. Mais nous avons dit que la sensibilisation va continuer, mais dire que la sensibilisation n'est pas arrivée à leur niveau, je ne pense pas. Quand je vois ce qui se passe actuellement, je fais un retour en arrière pour rappeler ce qui s'est passé au moment où on a eu le virus du sida dans ce pays. On nous a parlé de ce virus, on a vu des cas, mais il y avait des gens qui disaient mordicus que le sida n'existait pas. Et jusqu'aujourd'hui, nous avions vu ce que nous avions suivi, ce que nous avions vécu avec ce virus-là. Alors, je me dis aujourd'hui, est-ce qu'en face du Covid-19, on va rééditer la même histoire? Mais il y a quand même la panoplie de tous ceux qui s'occupent de cette sensibilisation. Tout le corps médical que nous avons au Togo est focalisé sur le coronavirus. Est-ce que, avec tout ça là, quelqu'un peut dire que même nos médecins, nos professeurs, autant qu'ils sont, ils perdent la tête, ils disent n'importe quoi, le virus n'existe pas. Mais comment ça? Donc ça veut dire qu'au niveau de la personne même, il y a un problème.
je ne sais pas. C'est-à-dire, au début, on se disait, c'est parce qu'on ne le voit pas, c'est qu'on ne voit pas. Je dis oui, un virus n'a jamais été visible. Un virus, on ne l'a jamais vu à l'œil nu. Mais on voit ses manifestations. Et si tous les jours que Dieu fait, on publie des statistiques et on se rend compte que des fois il y a 2 morts, 3 morts, 4 morts, et ça là, ça ne nous dit rien. Indépendamment de ça, on a vu sur les radios, les télés, ce qui s'est passé dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est une pandémie planétaire. Aucun pays au monde ne peut nous dire aujourd'hui, moi je n'ai pas de coronavirus chez moi. À partir de ce moment, soyons sérieux. Le déni de ce virus-là, moi je n'arrive pas à le cerner. C'est ça mon problème. On ne comprend pas, disons, la position de certains je dis, citoyens. Mais c'est du je m'en foutisme pur. Et c'est pas bon. Le problème, c'est que ce je m'en foutisme englobe tout le monde. Ah oui. Dès qu'une personne est contaminée... C'est fini, c'est ça le problème. C'est tout le monde qui est contaminé. C'est ça. Alors, Madame Amedjogbe, c'est vrai que la situation, disons, est inquiétante en griffe, on va dire, mais quand même, elle a des impacts sur tout le monde, sur toute la population. Oui. Mais je voudrais vous demander à vous, quel a été, ou bien quel est l'impact de cette crise-là sur cette frange de la population que représentent les femmes? Oui, Tata Anita, on y est. Oui. Vous savez que les femmes dans ce pays se retrouvent en majeure partie dans l'informel. C'est ce qu'on dit chez nous, les femmes vivent au jour le jour. C'est quand la femme va au marché, elle rentre le soir, elle rapporte un peu ce qu'on doit manger à la maison et tout ça là. Mais avec le coronavirus, toute la vie économique a ralenti. Encore plus ce qui se passe dans nos marchés. Les femmes se plaignent. Et elles sont au bord du désespoir. Si elles peuvent crier, elles vont le faire. L'économie des femmes dans ce pays est par terre. Et c'est pourquoi c'est ça qui me fait mal au cœur. On est en train de lutter contre un virus qu'on ne voit pas, d'accord, qu'on ne peut pas voir d'ailleurs. Mais avec ces impacts-là, on se refuse même de faire des analyses. Est-ce que c'est normal? Quand on parle de l'impact du virus sur les femmes, Dieu merci, on n'a pas encore, et je l'espère de tout mon cœur, qu'on n'aura pas de virus dans nos marchés. Mais nous menons une vie ralentie. Et les activités des femmes du marché, je ne dirais pas que c'est catastrophique, mais ça descend de jour en jour. Et ces femmes se plaignent, mais elles essaient quand même de tenir le coup. C'est ça la femme. La femme ne veut pas rentrer le soir pour dire à ses enfants, écoutez, avec le Covid-19, ce soir vous ne mangez pas. Non, c'est impossible. Elle continue à tenir le coup. Elle continue le combat et c'est toujours leur famille qui est en jeu. Ma famille, je dois la nourrir, mes enfants doivent aller à l'école, c'est ça. Mais le Covid-19, non, c'est un virus qui agit sur la santé et sur l'économie de nos populations. D'accord. Merci beaucoup, madame. Et monsieur Rouzoué, au niveau de la chambre des métiers, les artisans, comme madame vient de le dire, eux aussi sont dans l'informel. Du coup, ils ressentent, disons, la crise d'une certaine manière. Alors, quel est l'impact de la crise, de la situation sur les artisans togolais, on va dire? Merci, madame.
Maman vient de dire le cas des femmes. Le cas des femmes n'est pas différent aussi des artisans. Oui. Les artisans vivent au jour le jour. Donc l'arrivée de cette pandémie a diminué considérablement nos revenus. Moi-même étant artisan, mécanicien auto, depuis mars jusqu'à aujourd'hui, je ne fais plus de fiches d'affaires. Oui, je ne fais plus de fiches d'affaires. Donc, nos activités sont vraiment touchées. Si nous prenons par exemple la fermeture même des églises, nous voyons que même les coiffeuses, si au cours de la semaine, elles n'ont pas travaillé, les week-ends de samedi, les salons sont bondés. Oui, parce que les gens doivent aller à l'église. Nos femmes doivent se faire belles. Il y a les manifestations et tout. Mais aujourd'hui, tout ça là, ça n'existe plus. Il n'y a plus de cérémonies de mariage, il n'y a plus tout ça, il n'y a pas des choses comme ça. Ça fait que même les couturiers aujourd'hui, ils n'ont plus de commandes. Ils sont là. Quant à nous, mécaniciens, des fois, il y a des voitures arrivent, il y a certaines pièces que nous ne trouvons pas ici, c'est dans les pays voisins que nous les trouvons. C'est difficile que ces pièces arrivent ici pour faire le travail. Donc ça nous pénalise. Donc aujourd'hui, à dire vrai, l'économie est pas à terre, mais ça elle est presque à terre. Presque à terre, vraiment. Donc je dis l'artisan souffre. Et monsieur Bouzoué, est-ce que vous, depuis le début de la pandémie, c'est vrai que nous savons que vous vous retrouvez souvent pour discuter de vos conditions de vie, de travail. Alors, depuis le début de la pandémie, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvés et que les gens expriment leurs difficultés, expriment leurs doléances et tout? Oui, et même dans la crise, nous ne nous réunissons pas, mais à l'aide des réseaux sociaux, nous discutons ensemble. Et aussi, les autres relèvent les difficultés et que nous remontons à l'hiérarchie. Donc, ça se fait depuis jusqu'à présent. Donc, quelles que soient les difficultés qu'il arrive à notre niveau, s'ils n'ont pas les moyens pour les résoudre, nous remontons ces informations-là vers notre ministère et très souvent, on trouve toujours des solutions. D'accord. Alors, nous allons revenir à vous tout à l'heure donc, pour découvrir peut-être ces solutions et voir ce que les artisans aussi font dans cette lutte. Mais pour ça, Daniel, à écouter ou à voir tout ce qui se passe avec les impacts et tout, est-ce que, bon, je suis tentée de vous demander, qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire de plus? Oui, avant de répondre à cette question, la question que vous avez posée aux deux interlocuteurs, c'est une question très importante. L'impact de Covid-19 sur les activités du secteur informel et sur les femmes. Je voudrais qu'un jour, qu'on puisse inviter des économistes pour nous parler de ce sujet parce que c'est très important. Si on prend par exemple le grand marché, avant, les gens venaient du Bénin, du Nigeria, du Burkina Faso, même du Mali. Moi, je connais des gens qui venaient de la Côte d'Ivoire pour acheter des mèches à Lomé. Et repartir. Mais toutes ces activités sont bloquées. Donc, l'impact économique sur les femmes, c'est important. Si aujourd'hui, il y a couvre-feu à Sokoré, la bonne dame qui prépare à manger, qui vend jusqu'à 22h, 23h, son activité est arrêtée complètement. Avant 18h. Ah oui. Donc l'impact est très important. De même pour les artisans, comme notre ami vient de le dire. Maintenant, je reviens à votre question. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire de mieux pour la lutte contre le coronavirus? Moi, je pense que quand vous prenez tous les tests qui ont été pris depuis le début de cette épidémie et tous les engagements financiers qui sont pris, tout ce qui est fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Oui. Ce qui reste, c'est la mise en œuvre en tant que citoyens nous-mêmes, c'est le respect des règles qui ont été éditées, qui sont prises, c'est le respect des mesures qui sont éditées. Il y a d'autres aspects maintenant qu'il faut peut-être regarder. C'est-à-dire que c'est une stratégie qui est dynamique, ce n'est pas statique. Quand on voit que la situation de l'épidémie change un peu, on essaie de s'adapter à la stratégie. Donc,
Je pense que tout ce qui a été pris comme acte, comme décision, comme décret, si nous les mettons en œuvre, je pense qu'on peut arriver à bout de cette épidémie. Et le gouvernement est toujours à l'œuvre, le gouvernement veille. Je ne pense pas qu'il y a des mesures supplémentaires à prendre. Ce que nous avons Par déjà rapport à ici. ce qui est pris aujourd'hui, moi je ne pense pas qu'il y a des mesures supplémentaires. Peut-être pour le secteur informel, peut-être il faut regarder Des cet mesures aspect, spécifiques. Des mesures spécifiques pour des artisans, pour les femmes peut-être. Mais globalement, moi je pense que tout ce qui est pris comme mesure permet de quand même, si on les met en œuvre, permettra quand même de s'en sortir. Il y a un point important sur lequel le Togo et les pays de la sous-région doivent réfléchir, c'est l'ouverture aussi des frontières terrestres. On connaît le risque, ça c'est évident. Mais on ne peut pas ne pas. Mais il faut qu'on y pense, parce que l'ouverture des voies aériennes seule ne suffit pas. Il y a plein d'activités qui sont bloquées entre nos pays. Je sais que les réflexions sont en cours. Il faut qu'on y pense aussi. D'accord. Voilà. Alors, Madame Amedjogui, est-ce que, enfin, selon vous, le gouvernement a assez fait ou il faudrait encore qu'il fasse d'autres choses? Oui, Tata Anita, pour ce qui concerne les efforts du gouvernement jusqu'à présent, je crois que c'est le lieu de remercier le gouvernement. Vous savez, à ma connaissance, à chaque jour que Dieu fait, il y a une réunion au niveau du chef de l'État sur ce virus. Et on prend toujours des décisions assez pointues pour qu'on puisse arrêter la propagation de cette pandémie. Si on me demande aujourd'hui de m'adresser à quelqu'un, je crois que je dirais un grand merci au gouvernement. Et je vais plutôt me retourner vers les populations. Voilà. Pour leur demander si effectivement, dans la vie, il faut faire un choix. Est-ce que vous faites le choix de votre vie ou vous faites le choix de votre mort? Parce que au bout de tout ce que ce virus peut faire dans l'organisme humain, il n'y a que la mort. Oui. Encore heureux qu'il y a eu beaucoup de guérisons chez nous. Je dis beaucoup de guérisons parce qu'on a vu ce qui s'est passé dans les pays européens. On a vu ce qui s'est passé en Chine et on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est-à-dire que dans la vie, quand on commence à parler des États-Unis, tout le monde sait que c'est le sommet. Oui. C'est le summum. Il n'y a plus d'autre chose. Les États-Unis commandent le monde. Mais avec le virus, le coronavirus, on s'est rendu compte que les États-Unis même étaient devenus vulnérables. À partir de ce moment, je crois que nous avons, nous, quand je dis nous, je parle de nous, la population. Nous devons prendre conscience de certaines choses et nous dire, attention, il y a danger. Changeons de comportement. Il faudrait qu'on puisse accepter ces mesures barrières, les appliquer à la lettre. Mais les médecins nous ont dit, on n'a pas le choix. Vous devez apprendre à vivre avec le virus. À partir de ce moment, nous devons nous dire, nous allons vivre avec le virus, mais nous allons le bouter dehors. Et les mesures barrières, on doit les appliquer à la lettre. Mais vous savez bien, comme moi, ce qui se passe dans ce pays. Les gens disent que quand on met le masque, on est étouffé. On ne respire pas bien. Par conséquent, on va l'enlever ou on ne le met pas du tout. Le jour où
les forces de sécurité Covid sont sorties dans ce pays, tout le monde a pris son cellulaire. Hey, ils sont là, hein. Tu as ton masque, ne sors pas, hein. Ne viens pas par ici, hein. Ils sont ici, hein. Mais est-ce que c'est sérieux, ça? Comme si on portait le masque pour les forces de l'ordre. La force Covid a le masque, hein. Moi, j'ai vu des policiers avec leur masque en treillis, Oui. très joli d'ailleurs. Mais eux, ils mettent leur masque. Maintenant, vous ne voulez pas mettre de masque et quand vous les voyez venir, on le met. Mais non, il faudrait plutôt qu'on s'attaque, qu'on continue à dire à la population de grâce, respecter les mesures barrières. Optez pour la vie. Sinon, vous nous engagez tous dans un danger. Oui. Merci beaucoup, madame. Alors, monsieur, vous jouez au niveau des artisans. On comprend que, disons que l'accent doit être mis sur la sensibilisation. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la Chambre régionale des métiers, Lomé commune? Quelles sont les actions que vous menez pour peut-être amener les artisans à participer à cette lutte-là? Merci beaucoup. Et disons que dans cette lutte, les artisans participent beaucoup dans le confectionnement des masques pour la prévention. Oui. Au jour le jour, les artisans sont à pied à l'œuvre et confectionnent des masques pour la population. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons déjà confectionné plus de 4 millions de masques sur l'étendue du territoire déjà. Donc, je ne parle pas seulement que les artisans de Lomé, donc tous les artisans du Togo travaillent ardemment pour bouter dehors et la COVID-19. Donc, au jour le jour, les artisans sensibilisent. Ils participent à la sensibilisation. Ils le font dans leur corps de métier, dans leur association, dans leur atelier, dans leur salon. Et moi-même aussi, chaque fois je suis sur les médias pour le faire. Donc, nous ne sommes pas restés de côté pour voir ce qui se passe. Nous sommes aussi dedans pour aider le gouvernement à ce que ces mesures qu'il a prises, pour que ça puisse servir et que nous restions en vie. D'accord. Et est-ce que peut-être vous organisez des sorties ou bien des visites inopinées dans les ateliers pour voir si vos collègues artisans respectent réellement les mesures barrières? Oui, nous le faisons. Je dis, c'est inopiné. Nous le faisons chaque fois que nous sortons, même quand je sors de mon atelier pour aller quelque part, tous les ateliers que je dépasse, quand je vois que les mesures ne sont pas respectées, je m'arrête, je vais vers eux, je les sensibilise. Le problème, c'est les apprentis qui nous créent beaucoup de problèmes. Tantôt, vous allez les voir reporter, tantôt, ils n'ont plus le masque. Mais quand vous les approchez, peut-être indiquer, donc quand il a fini de manger et il a oublié de porter. D'autres fois, c'est dans la poche. Donc, c'est au niveau des apprentis que nous avons des difficultés. Mais à chaque fois, nous essayons de les sensibiliser et de porter. Donc, il est arrivé un moment même que moi-même, j'ai dit sur les antennes que si on pouvait aussi sévir un peu dans ce domaine, ça pouvait aussi aller. Parce que le Togolais, quand il a vu, il voit le corps habillé, il se conforme. Vous voyez, nous avons, c'est notre mentalité, ça. Si aujourd'hui, sur la voie publique, les gens portent le masque, ils savent que quand ils seront arrêtés, ils seront amendés, ils vont payer. C'est pourquoi les gens le portent. Mais par contre, ailleurs, quand il n'y a pas ces forces-là, vous voyez que les gens s'en foutent pas mal de ces mesures barrières-là. Donc, ça veut dire aussi de dire que si on peut aussi renforcer en nombre la force spéciale Covid, pour qu'ils aussi puissent patrouiller dans les quartiers et surtout dans les restaurants. Je mets un accent particulier là-bas. Sur les restaurants. Quand nous sortons pour nos boulots, c'est rare de retourner à la maison les après-midi, à midi pour déjeuner. Vous êtes obligé d'aller dans un restaurant pour déjeuner. Mais ce n'est pas ça. Celui qui prépare la rue ne porte pas. Celui qui vient acheter ne porte pas, mais c'est eux qui parlent beaucoup devant la nourriture. Les revendeuses au bord des routes, n'en parlons même pas. Donc si aujourd'hui, l'Institut d'hygiène, comme par le passé, il le faisait, il sortait. Dans la maison, si votre douche n'est pas propre, on vous amende.
Mais si aujourd'hui, si l'institut sort encore, je pense que ça peut régler beaucoup de choses. C'est très important. Merci beaucoup, monsieur Roujoui. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour parler, disons, d'un autre aspect, des activités des artisans. Professeur Dagnan, disons, avant le début de cette émission, je vous le demandais, disons, hors caméra, face à, disons, on va dire que face à la cause principale de cette augmentation, le non-respect des mesures barrières, disons, l'incivisme entre griffes, on va dire, des Togolais, est-ce qu'il ne faudrait pas sévir, hein? Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à des sanctions pour peut-être amener tous les Togolais à respecter ces mesures-là? C'est vrai que quand je pose la question, presque à chaque émission, on me dit non, on ne va pas mettre un gendarme derrière tous les Togolais. Mais bon, est-ce qu'il ne faudrait pas sévir pour le faire? Bon, c'est possible. Il y a déjà, pour le non-port de masque, il y a une amende qui est fixée. Hein. C'est 3 000 francs, je crois, qu'on doit payer si on vous attrape et que vous ne portez pas le masque en public. Mais il faut arriver. Ou alors, quand on arrête un taxi, il y a des gens qui dépassent le nombre, parce que le nombre est limité. Si le nombre dépasse, on doit arrêter normalement le taxi, descendre les gens et les gens doivent payer des amendes. Mais la mise en œuvre se heurte à quelques difficultés inhérentes à l'être humain, où on continue par négocier, où on voit un peu si on ne peut pas passer à côté de la loi. Bon, sévir, c'est possible pour certains aspects, comme on a dit, le masque par exemple, mais la distanciation physique, les gens sont dans leur bureau, ou sont... on ne peut pas, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'il faut continuer par sensibiliser, continuer par interpeller, continuer toujours à parler du coronavirus. Peut-être que ceux qui sont récalcitrants ou ceux qui respectent moins les mesures barrières vont pouvoir adhérer. Mais rappelez aussi que les gens, il y a certains qui pensent que le coronavirus, finalement, c'est pas grave. Si on est malade, on peut guérir. Donc, ça ne les gêne pas. Mais ces 3-4 jours, on a eu 4 décès. On était à 27, 28. Aujourd'hui, on est à 31 décès. Il y a eu 4 décès. C'est pour dire que le coronavirus, certes, on annonce tous les jours des guérisons, ce qui est une bonne chose pour notre pays. Également. Mais on en meurt. On en meurt. Il y a des gens qui perdent la vie à cause du coronavirus. Aujourd'hui, on est à 31 décès. On ne sait pas demain quels chiffres nous aurons. Donc, que les gens fassent des efforts, qu'ils comprennent que la maladie existe. On a dit de vivre avec la maladie. Ce n'est pas de vivre sans la maladie. Ça suppose que la maladie est là et nous devons adapter nos vies, nos comportements de tous les jours pour que nous ne constituions pas un danger pour nos concitoyens. D'accord. Alors, Madame Amidjogbe, je vous repose la question également. C'est vrai, professeur Dagnan a dit qu'il faut continuer la sensibilisation, mais est-ce que selon vous, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être renforcer, disons, ou bien l'action des forces de l'ordre sur le terrain, leur donner plus d'attitude à sévir entre griffes? Tata Anita, c'est vrai. Il faudrait que la force anti-Covid s'affirme un peu plus. Mais je fais une réflexion à haute voix. Vous savez très bien comment nous interprétons les actes, les actions des forces de nos forces de sécurité dans ce pays. Et quand quelqu'un fait un déni et que vous voulez parfois le faire revenir à la raison, ça peut dégénérer. Je crois que c'est dans cette optique-là qu'on a l'impression que
ils ne sont pas rigides, ils ne sont pas solides dans ce qu'ils font. Mais petit à petit, je crois qu'on va y arriver. Parce qu'on va le leur demander. On va leur demander de monter d'un cran. Parce que sinon, là où on est là aujourd'hui, mais on a l'impression que les gens pensent qu'on peut s'amuser avec ce virus-là. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas un dessin animé. Quand on nous montre le coronavirus sur un écran de télévision, ce n'est pas un dessin animé. C'est une réalité palpable que des médecins ont vu sous microscope et ils nous ont transféré ça à l'écran pour que nous voyions ce qu'on appelle coronavirus. À partir de ce moment, je suis d'accord avec vous. Vous savez que dans ces émissions, quand on vient, il y a toujours des retours. On va faire le retour et je suis certaine qu'ils vont essayer de monter d'un cran pour qu'on puisse quand même arriver à faire respecter les mesures barrières. C'est très important. Oui. Merci, madame. Monsieur Roussoué, on revient encore aux artisans. Alors, on a compris, disons, la situation que vous vivez, que vivent les artisans aujourd'hui. Et est-ce que des mesures ont été prises pour vous soutenir? Est-ce que le gouvernement vous soutient? On sait que le gouvernement en fait beaucoup ces derniers temps, mais est-ce que vous avez eu du soutien du gouvernement? Oui, on a eu du soutien. Par rapport au confectionnement des masques, ce n'était pas gratuit. Il y a eu des rémunérations à la hauteur même de la tâche. Et ce n'est pas là-bas seul. Quand il y avait Novici, bon nombre d'artisans ont reçu Novici. Et aujourd'hui, le chef de l'État a assoupli les conditions fiscales pour les artisans. Aujourd'hui, les fiscs ne nous poursuivent pas. De janvier jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien payé. Vous voyez, il y a toujours des mesures qui sont prises pour alléger un peu notre souffrance. Et je tiens, c'est le moment de dire un grand merci au chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour le monde artisanal. Donc aujourd'hui, on ne se plaint pas trop, mais cela ne veut pas dire que tout va bien. Ça va un peu. Vous aurez souhaité d'autres choses en plus? Ah oui, et si nous prenons l'artisanat dans son ensemble, ce n'est pas tout le secteur qui bénéficie de certains avantages du Covid-19. Il n'y a que les couturiers qui bénéficient. Il y a les soudeurs, les plombiers qui confectionnent et qui fabriquent les lave-mains, les artisans qui fabriquent des gels, des savons liquides. Mais ce n'est pas dans la globalité qui bénéficie de ces avantages de Covid-19. Je pense que c'est un mal qui est arrivé, mais d'un autre côté aussi, il y a des petits avantages. Oui. Donc, en fait, c'est quelque chose. Il faudrait penser à tous les artisans. Oui, et aujourd'hui, je pense que chaque fois, nous soumettons cette doléance au plus haut niveau pour qu'on puisse aider aussi nos artisans. Actuellement, nous sommes en réflexion. Il y a des métiers de bâtiment qui aujourd'hui sont un peu dans le problème. Oui. Ils étaient venus nous voir tout récemment à la chambre de métier. On a dit que de faire un recensement de ces gens qui sont dans les difficultés pour qu'on puisse se mettre à l'hierarchie. Actuellement, comme il y a des travaux de construction dans le pays, comme ça on peut les insérer quelque part, qu'ils puissent gagner quelque chose. Donc je pense qu'il y a des réflexions qui sont en train de mener. Dès que nous aurons les choses sur la main, nous allons envoyer à l'autorité. Je pense qu'il va toujours répondre favorablement. Et M. Roussoué, c'est l'occasion également de rappeler l'importance de s'inscrire à la chambre de métier, parce que j'ai cru comprendre que, en parlant de novici, les artisans étaient pris en charge, certes, mais ceux qui étaient inscrits étaient, entre griffes, plus favorisés que ceux qui ne l'étaient pas. Non, en fait, en cette période, on ne peut plus prendre l'eau chaude dans l'eau froide, de l'eau froide dans l'eau chaude. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Dans le confectionnement des masques, en principe, c'est ceux qui sont inscrits à la chambre qui doivent bénéficier. Voilà, ceux qu'on connaît officiellement. Dans les registres. Donc, nous avons fait une large ouverture. Nous sommes partis sur les médias de tous ceux qui sont intéressés de s'inscrire, de venir à la chambre. Ils étaient venus, c'est au fur et à mesure qu'ils confectionnent leur payaient, qu'on leur prévenait un peu pour s'inscrire. Voilà. Donc, on a laissé personne pour compte. Mais ça allait. Et c'est le moment de le dire aussi, nous devons vivre avec le Covid-19.
Le gouvernement fait des efforts pour que nous vivons avec ça. Le mardi passé, nous avons fait une remise de matériel aux artisans démunis. Oui. Oui. Tout cela, c'est pour encourager les gens à faire face à la maladie. La situation. On ne peut pas rester à la maison éternellement sans rien faire. Donc, le gouvernement cherche des moyens de tous côtés pour pouvoir relever l'économie. Donc, je remercie beaucoup notre ministère aussi, notre maman chérie, Madame Dogouin, qui est toujours à l'écoute des artisans et qui chaque fois remonte nos informations au niveau du chef de l'État. Et lui aussi qui toujours nous trouve des solutions. Que le Seigneur les protège. Et on prie qu'il trouve toujours des solutions à la cause des artisans. Alors, professeur Dagnan, parlons de la maladie elle-même. Au Togo, nous suivons toujours notre protocole de la chloroquine ou ça a évolué? Au Togo, nous avons un schéma thérapeutique pour tout patient diagnostiqué COVID-19 positif. C'est d'emblée chloroquine, azithromycine. C'est le traitement de base qu'on donne à tout le monde. Maintenant, il y a certains, en fonction de signes qu'ils vont présenter, on va rajouter d'autres médicaments. Si vous faites la fièvre, vous avez le corps chaud par exemple, on va rajouter du paracétamol. S'il y a la toux, on va vous donner des médicaments contre la toux. Si vous rentrez dans une insuffisance respiratoire, on vous hospitalise dans une réanimation, notamment au CHR, Lomé commune, et vous pouvez aller jusqu'à l'utilisation des respirateurs qui sont disponibles. Donc le schéma thérapeutique, il y a une partie qui est standard pour tout le monde, mais une partie qu'on adapte en fonction des signes cliniques que vous présentez. Il y a des gens chez qui on utilise des corticoïdes, il y a des gens chez qui on utilise des anticoagulants, donc c'est au cas par cas. Oui. Et aujourd'hui, c'est un bon travail qui est fait sur le plan national. On voit même le nombre de personnes guéries. Donc voilà la situation pour le traitement. D'accord. Alors, professeur, nous avons échangé depuis le début de cette émission et même durant les émissions passées, on a donc compris que nous sommes arrivés à un moment ou à un stade où il faudra vivre avec la maladie. Tout le monde le dit, il faut vivre avec le Covid-19. Mais professeur, vous, en tant que professionnel de la santé, comment vivre avec Covid-19? Alors, vivre avec le Covid-19, c'est ce qui est, c'est pas propre au Togo. Ce qu'on dit là, c'est le message que tous les pays véhiculent actuellement. Parce qu'on s'est rendu compte que l'épidémie due à Covid-19 ne va pas finir en 2-3 jours. L'épidémie va traîner peut-être jusqu'au début de l'année prochaine. On n'en sait rien. On ne peut pas être dans un confinement, où on ne peut pas être dans un bouclage, où on ne peut pas réduire la circulation de la population sur 3, 4, 5, 6, 10 mois. Ce n'est pas possible. Non. Si on le fait comme ça, les gens risquent de mourir de faim et non de coronavirus. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de permettre aux gens de reprendre les activités économiques, les activités qui leur permettent de vivre, c'est de permettre aux artisans de retrouver leur chantier, les maçons, les menuisiers, de reprendre leurs activités, tout en sachant que le coronavirus n'est pas parti, que l'épidémie n'est pas finie. D'où travailler, faire ces activités pour vivre tout en respectant les mesures barrières que nous connaissons. C'est ça, vivre avec le virus. C'est que je fais mes activités, je respecte les mesures barrières pour ne pas être contaminé. Ça ne veut pas dire je fais mes activités, je fais ma vie, je sors la nuit comme je veux, je fais la fête dans les bars comme je veux. Si on fait comme ça, on sera contaminé. Donc l'idée, c'est de mener sa vie, faire ses activités en respectant les mesures barrières que nous connaissons. D'accord. Alors, Madame Amediogui, le Togolais devra vivre avec la maladie Covid-19, mais en respectant les mesures barrières. En respectant les mesures barrières.
Et vous, le professeur Dagnan a parlé, a donné, disons, son point de vue. Selon vous, comment est-ce que les Togolais devront vivre avec cette maladie? Comment est-ce que le Togolais doit vivre avec le virus? Tout d'abord, je voudrais nous dire, attention, attention, danger. Le coronavirus, encore appelé Covid-19, existe bel et bien et est très agressif. Donc, tous les matins au réveil, rappelons-nous les mesures barrières. Disons-nous, toute cette journée, je vais mettre les mesures barrières en application. Moi, personnellement, ma maison et mon voisinage immédiat auquel je peux avoir accès. Et le soir, faire un acte de conscience pour se demander est-ce que j'ai effectivement respecté les mesures barrières dans cette journée. Je promets de faire mieux demain. Alors, moi, je voudrais nous dire qu'on doit vivre avec le plus qu'hier, moins que demain. Et ça doit être pour nous des exercices de tous les jours. C'est ça. Le Covid-19, on ne sait pas quand est-ce qu'il est arrivé, on ne sait pas quand est-ce qu'il va repartir, mais promettons-nous que nous serons vainqueurs de ce virus. Voilà. Et avec détermination, on y arrivera. D'accord. Et Madame Ndiogbe, c'est vrai que nous avons parlé de la sensibilisation, mais il faudrait également rappeler que chacun peut participer à la sensibilisation. Ah oui. Il ne faudrait pas attendre que ce soit peut-être une association qui organise quelque chose. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de mon voisinage auquel je peux avoir accès. Voilà. C'est-à-dire en sortant de chez moi, par exemple, dans mon quartier, quand je vois des jeunes qui n'ont pas de masque et qui ne respectent pas les mesures barrières, je peux m'approcher de ces jeunes gentiment, leur expliquer le danger et leur dire vous êtes jeune, vous avez toute votre vie devant vous, essayez de cerner ce virus, respectez les mesures barrières pour qu'on puisse vous retrouver sain et sauf à la fin de cette pandémie. Parce que moi, quand les chiffres de décès augmentent, j'ai froid dans le dos. Donc, il faudrait que nous soyons des instructeurs pour nous-mêmes. Qu'on se le dise, les mesures barrières, il faut les respecter. Et les faire respecter. Et qu'on le fasse dans nos quartiers, dans notre entourage, et je crois qu'on y arrivera. D'accord. Merci beaucoup, madame. Monsieur Roujouré, et vous, peut-être votre conseil pour vivre avec la maladie? Les conseils sont déjà là. On a dit beaucoup de choses sur ce qu'il faut faire pour vivre exactement et sans problème avec la maladie, les mesures barrières, tout ça là. Moi, je vais revenir un peu sur l'aspect de sensibilisation et communication. On dit sur les médias, il y a des communicateurs qui viennent chaque fois, on sensibilise. Il y a des affiches partout, en ville, il y a des affiches. Mais ce que je remarque dans nos quartiers, il y a des autorités dans les quartiers, les chefs traditionnels, les chefs de quartier, les chefs traditionnels, les CDQ. Mais je ne vois pas concrètement leurs actions dans cette lutte-là. Je ne vois pas les actions. En principe, c'est eux qui devaient saisir cette opportunité-là pour sensibiliser les gens dans les quartiers. Pour faire des tours dans les quartiers porte à porte. Et voir les enfants qui sont partout, chaque fois, de les renvoyer à la maison, d'aller vers leur famille, de leur dire que ce n'est pas bien, nous devons changer tout ça là. Mais ça ne se fait pas. C'est rarement que moi j'attends un gongonnement sur le Covid-19 dans mon quartier. C'est rare. Mais s'il s'agit de quelque chose, d'un don, comme ça, vous allez voir qu'ils vont gongonner. Mais ça là, je ne les vois pas. Alors que pour Covid, ça devrait être automatique. Si c'est qu'on faisait les choses comme ça, je ne pense pas que chaque fois les chiffres vont monter comme ça. Donc c'est le lieu aussi de lancer un appel à leur endroit
que ce qui arrive, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. C'est l'affaire de nous tous. C'est l'affaire de nous tous. Entre-temps, on pensait que c'est la maladie des riches. Des gens qui voyageaient beaucoup. Oui, oui, ceux qui prenaient les avions. Maintenant, c'est la maladie des pauvres, c'est les pauvres qui sont plus touchés. Vous pensez que le riche va mourir, va se laisser facilement mourir, laisser son argent comme ça? C'est les riches qui se protègent mieux. Alors que le pauvre, il s'en fout pas mal. Hein? Donc, c'est le lieu de rappeler à tout un chacun, surtout nos représentants locaux, les maires, d'inciter les CDQ et les chefs de faire quelque chose. On n'a pas besoin de grands moyens, pas besoin de beaucoup de sous pour pouvoir faire cette sensibilisation dans les quartiers. Donc, nous devons vivre avec le Covid-19 au niveau de l'artisanat. Nous l'avons déjà compris. Nous prenons des mesures pour pouvoir travailler sans avoir été contaminés. Nous lançons des messages sur nos plateformes. Déjà, nous avons incité les gens à recommencer les réunions tout en respectant les mesures barrières, puisqu'on ne peut pas rester éternellement sans faire nos activités. Donc, aujourd'hui, le respect scrupuleux des mesures barrières, c'est le seul médicament que moi je dis souvent que nous avons, le vaccin que nous avons contre ce fléau-là. Donc, le respect est capital. Nous devons tous faire pour mettre en pratique quand nous sortons. Respecter Nous devons faire ça. Quand nous devons aller manger quelque part, si on voit que ce n'est pas bien, il faut qu'on quitte là-bas. Et surtout, on sensibilise ces derniers-là pour qu'ils se conforment, pour que nous tous, nous serons sans le virus. Merci. Merci beaucoup. Merci, chers invités, d'être passés sur ce plateau, nous rappeler encore une fois l'importance du respect scrupuleux des mesures barrières pour éviter cette maladie. Mais avant de vous laisser repartir, nous allons faire, disons, le traditionnel tour de, pas tour de table, mais tour de plateau, on va dire, pour votre mot de fin. Professeur Dagnan, sûrement que vous avez un dernier mot, un dernier conseil, un dernier appel à lancer aux téléspectateurs qui nous écoutent. Oui, c'est pour dire que ces 3 derniers jours, nous avons enregistré encore des décès dus au Covid-19. Ce qui nous prouve à suffisance que c'est une maladie qui est grave, qui peut être mortelle pour ce que nous appelons des gens qui ont des comorbidités. Si nous, on est jeunes et on pense que on n'est pas le Covid-19 ne va pas entraîner la mort chez nous, on peut être vecteur et contaminer d'autres personnes. Ça peut être notre papa, ça peut être notre maman, ça peut être notre grand-mère. Donc, nécessité que nous respections tous les mesures barrières pour éviter de contaminer ceux qui nous sont chers et qui peuvent mourir par cette maladie. Et donc, surtout, j'invite les jeunes à se ressaisir, à cesser de jouer dans les quartiers. Il y a des jeunes qui vendent même des masques au bord de la rue, mais qui ne portent pas le masque ou qui l'ont sous le menton. Je rappelle que le masque, si on le porte, ça doit couvrir et la bouche et le nez. C'est seulement en ce moment que c'est efficace. Donc, respectons tous les mesures barrières pour booster Covid-19 hors de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Claver Anoumou Dagnan, qui est professeur de bactériologie, virologie, membre du conseil scientifique et personne ressource sur le Covid-19 au ministère de la Santé. Monsieur, vous jouez un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs. Et mon dernier mot, c'est à l'endroit du personnel soignant. On leur dit un grand merci, parce que c'est eux qui sont au front. C'est eux qui risquent leur vie au jour le jour. Que le Seigneur les assiste, les encourage et que nous prions avec eux. Et tout particulièrement au chef de l'État qui chaque jour essaie de faire du mieux possible pour booster cette maladie hors de notre pays. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kani Houzoué, qui est président de la Chambre régionale des métiers de Lomé commune. Madame Amedjogbe, votre mot de fin. Mon dernier mot, c'est tout simplement le strict respect des mesures barrières. Parce que c'est à ce prix, à ce seul prix, que nous pouvons vaincre le virus. C'est très important. Le strict respect des mesures barrières. Et qu'on le fasse au jour le jour. Qu'on le fasse autour de nous pour qu'on puisse arrêter la chaîne de propagation.
Merci beaucoup, Madame Olivia Henrietta Medjugorje-Quivi, qui est ancienne ministre et ancienne députée, également personne ressource donc sur le Covid-19. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On le dira jamais assez. Plus de discipline, la discipline et le respect scrupuleux des mesures barrières, c'est avec cela que nous pourrons arriver à vaincre le Covid-19 au Togo. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour un autre thème. Merci et bonsoir. Vous avez été diagnostiqué d'un cancer du côlon de l'utérus, stade 2B. Notre Dieu va se trouver lui-même, parce que nous va accepter ce résultat. Allons-y. L'Éternel désormais a parlé. Satan sait qu'il ne peut rien changer. L'Éternel désormais a parlé. Tous les anges sont mobilisés. Oh. C'est immonde ce que te montre ce monde. Sonde mon esprit et que ta parole m'inonde. Et on va parler, rien à faire, tout est tracé. La parole est enclenchée, aucun démon pourra stopper. C'est immense, ce qui se prépare donc fonce. Tes songes confirment ton appel, Satan a honte. Et on va parler, les ténèbres sont menacées. Sa parole est déclarée, sois à l'aise, tout est bouclé. L'Éternel désormais a parlé. Satan sait qu'il ne peut rien changer. L'Éternel désormais a parlé. Tous les anges sont mobilisés. Regarde autour de toi. L'Éternel désormais a parlé. Il t'encercle. Satan sait qu'il ne peut rien changer. Enfant de Dieu, l'Éternel désormais a parlé. Tous les anges sont mobilisés. Oh, yeah. Allô docteur, excusez-moi pour la dernière fois. Bon, est-ce qu'il est possible que vous pouvez refaire l'analyse? Merci beaucoup. C'est ta. Dis que c'est fait, c'est le cas. C'est ta. Déclarer une parole, c'est final. C'est ta. Dis que c'est fait, c'est le cas. C'est ta. Déclarer une parole, c'est final. C'est ta. Dis que c'est fait, c'est le cas. C'est ta. Déclarer une parole, c'est final. C'est ta. Il a déclaré. Dis que c'est fait, c'est le cas. C'est ta. Déclarer une parole, c'est final. La victoire en son nom. Il y a la victoire en son nom. Il y a la victoire en son nom. Il y a la victoire.